Sur le cosmodrome de Baïkonour, le cosmonaute russe Alexei Ovchinin et l'astronaute américain Nick Hague disent au revoir à leurs proches. Ils s'apprêtent à embarquer pour un vol de 6 mois à bord de la Station spatiale internationale. Ce devait être la 162e fois qu'un vaisseau Soyouz partait dans l'espace. Mais ce 11 octobre 2018, rien ne se passe comme prévu. 2 minutes après avoir quitté le sol, le lanceur Soyouz FG subit une défaillance majeure qui va le conduire à s'écraser au Kazakhstan. Mais l'équipage du vaisseau Soyouz MS-10 s'en tire sain et sauf. Dans quelques semaines, nous nous pencherons sur les causes de l'échec du lanceur. Mais dans cette première vidéo, je vais tenter de vous expliquer comment 2 hommes ont pu survivre à un tel événement. Les vaisseaux Soyouz ont toujours été équipés d'un système de sauvetage d'urgence appelé SAS, pour Система аварийного спасения, qui permet de sauver l'équipage en cas de défaillance du lanceur, et ce, à n'importe quel moment du vol. Dit comme ça peut paraître évident, mais pourtant ça n'a pas toujours été le cas. Les tout premiers cosmonautes de l'histoire disposaient à bord de leur vaisseau Vostok d'un siège éjectable, mais il n'était opérationnel qu'à partir de 100 mètres d'altitude. Pourtant, les échecs peuvent arriver dès les toutes premières secondes du vol. Regardez par exemple cet accident survenu lors d'un vol inhabité en juin 1962. L'un des 4 blocs latéraux se détache dès le décollage et le lanceur part selon une trajectoire totalement erratique. Si un cosmonaute avait été à bord, il aurait probablement été très content de devoir attendre l'altitude de 100 mètres avant de pouvoir s'éjecter. Sur les vaisseaux suivants, les Vosrod, la situation était largement simplifiée puisqu'il n'y avait pas de siège éjectable du tout. Il n'y avait donc aucun moyen de survie en cas d'échec du lanceur à quelque moment que ce soit. Le bureau d'études expérimentales numéro 1, ou OKB-1, le principal industriel du secteur spatial en Union soviétique, a planché sur la conception d'un vaisseau de nouvelle génération, le Soyouz, dès 1961, alors que Gagarine n'avait même pas encore volé. Les équipes de Sergei Korolev décident que, avec ce nouveau vaisseau, il ne sera pas acceptable de prendre autant de risques qu'avec les Vostok, et qu'il devra donc être équipé d'un système de sauvetage. Sage décision. Plus facile à dire qu'à faire. Secourir les cosmonautes de façon individuelle nécessiterait d'installer des sièges éjectables, comme sur le Vostok, ce qui poserait beaucoup de problèmes, surtout si on veut les rendre assez puissants pour qu'ils fonctionnent depuis le niveau du sol. Le moyen le plus simple est donc de développer une petite fusée placée au sommet du vaisseau et qui permettrait de l'extraire du lanceur en cas de problème. Cette technique a déjà été testée involontairement aux États-Unis le 25 avril 1961, 2 semaines après le vol de Gagarine, lors de l'échec d'un vol d'essai inhabité du vaisseau Mercury. Comme on le voit sur ces images, la tour a permis de sauver la capsule en l'éloignant du lanceur Atlas qui venait de recevoir sa commande d'autodestruction. La tour de sauvetage du Soyouz n'est pas très différente de celle de Mercury. Elle est équipée d'un moteur principal à ergol solide, le CRD, qui fournit la poussée pour arracher le vaisseau de son lanceur. C'est cette manœuvre qu'on voit ici lors d'un essai au sol. La tour dispose aussi de petits moteurs qui poussent selon un axe latéral afin de déporter le vaisseau sur le côté. Et dans le cas d'un lancement normal où tout se passe bien, d'autres moteurs, les RDR, permettent de larguer la tour. C'est ce qu'on peut voir sur cette vidéo d'un essai réalisé dans les années 60. Une grande question à résoudre a été celle de la stabilité aérodynamique. Elle est réalisée par ce qu'on appelle des panneaux cellulaires, une invention de Sergei Bielotserkovski, le professeur de Gagarine, qui sera reprise plusieurs décennies plus tard par SpaceX pour le retour de ses étages de fusée. Alors, avec cette tour d'éjection, la sécurité des cosmonautes qui montent dans un Soyouz est largement augmentée par rapport à ceux qui embarquaient sur un Vostok ou un Vosrod. Mais est-elle optimale pour autant ? Eh bien non, et on va expliquer pourquoi. Lors de son lancement, le vaisseau Soyouz est protégé des contraintes aérodynamiques par sa coiffe. Quand la pression atmosphérique devient suffisamment faible, et pas avant, la coiffe peut être larguée. Et une fois qu'elle est partie, le vaisseau peut se séparer tout seul de son lanceur en cas de problème. L'équipage peut alors revenir, et il est content. Mais tant qu'il est prisonnier de la coiffe, la tour d'éjection est son seul échappatoire. Logiquement, on pourrait donc penser que la tour est conservée aussi longtemps que la coiffe. Mais ce n'est pas le cas. En effet, la tour a une masse non négligeable et, si on voulait la garder jusqu'au bout, le lanceur ne serait pas assez performant pour placer le vaisseau sur orbite. Il faut donc la larguer un peu avant.
Cela signifie qu'il existe une phase intermédiaire durant laquelle le vaisseau n'a aucun moyen de s'échapper en cas de défaillance. Cette phase critique dure environ 10 secondes. Heureusement, cette faiblesse de conception de la première génération des Soyouz n'a jamais eu de répercussions. Pour autant, les débuts du système SAS ne sont pas flamboyants. Lors du deuxième vol d'essai du Soyouz, le 14 décembre 1966, la tour s'actionne par erreur sur le pas de tir alors que les équipes techniques sont encore en train de travailler. Tout le lanceur prend feu et un ingénieur, le major Korostilev, est tué. Le lendemain, 2 militaires meurent asphyxiés en tentant d'éteindre l'incendie du pas de tir. 9 ans plus tard, en avril 1975, le système SAS est utilisé pour la première fois en conditions réelles lors de l'échec du lancement d'un vaisseau Soyouz qui, du coup, n'a jamais reçu de nom et qui s'appelle donc simplement le 7KT numéro 39. En Occident, beaucoup de gens le surnomment Soyouz 18A car il est situé chronologiquement entre Soyouz 17 et Soyouz 18. Lors de cet événement, le lanceur a subi une défaillance lors de la phase de fonctionnement de son 3e étage. La tour et la coiffe avaient toutes les deux été larguées et le système SAS n'a donc eu qu'à commander la séparation du vaisseau. Celui-ci est retombé dans les montagnes de l'Altaï et l'équipage était sain et sauf. En 1980, le Soyouz de première génération est remplacé par le Soyouz de deuxième génération, appelé Soyouz T. L'une des très nombreuses améliorations consiste à rendre le système SAS opérationnel sur la totalité de la phase de lancement. Pour pallier l'absence de la tour en attendant le largage de la coiffe, 4 petits moteurs appelés RDG sont ajoutés dans la coiffe. On les voit ici sur cette photo que j'ai prise à Baïkonour. La tour a par ailleurs servi pour la première fois en septembre 1983 pour éjecter le vaisseau Soyouz T numéro 16L, improprement surnommé Soyouz T-10A par nous autres occidentaux, quand son lanceur Soyouz U prend feu sur le pas de tir. D'ailleurs, pour l'anecdote, sachez que la tour qui a sauvé les cosmonautes Titov et Streikalov ce jour-là est depuis toujours restée là où elle est tombée. Si un jour vous allez vous promener à Baïkonour, vous pourrez la voir à proximité du pas de tir. Avec la nouvelle version du Soyouz T, le Soyouz TM, qui commence à voler en 1986 vers la station Mir, la tour d'éjection est une nouvelle fois modifiée. Son architecture reste la même, mais l'utilisation de matériaux plus légers permet d'améliorer ses performances. Cette version est toujours en service à l'heure actuelle, et c'est celle-là qui équipait le vaisseau Soyouz MS-10. Mais comment fait-on pour s'éjecter d'un Soyouz ? On a tous vu des films avec un pilote de chasse qui s'éjecte en tirant sur une manette entre ses jambes. Mais pour un lanceur Soyouz, tout est très différent. Il existe en réalité 2 phases bien distinctes, avant le décollage et après. Quand on est encore sur le pas de tir, l'ordre de déclenchement de l'éjection peut être émis soit par l'ordinateur de bord de façon automatique, soit par des opérateurs au sol. Il y a 2 opérateurs situés dans 2 endroits distincts de la base de lancement. Et pour que l'ordre d'éjection soit exécuté, ils doivent chacun appuyer sur un bouton à moins de 5 secondes d'intervalle. Ils ne sont eux-mêmes pas en mesure de voir le lanceur et se reposent sur 2 autres personnes, elles aussi complètement isolées, qui leur envoient un nom de code différent pour chaque lancement. C'est ce moyen d'ailleurs qui a été utilisé lors de l'événement de septembre 1983. Le mot de passe pour ce vol était Dniestr. Ça, c'était pour la phase 1 quand le lanceur n'a pas encore décollé. Mais une fois qu'il a quitté le sol, seul l'ordinateur de bord peut donner l'ordre d'éjecter le vaisseau. On remarque que l'on soit avant ou après le décollage, en aucun cas l'équipage n'a son mot à dire. Alors que s'est-il passé le 11 octobre 2018 ? Le lanceur Soyouz FG a décollé de Baïkonour et la tour d'éjection a été larguée comme prévu à H0 plus 114 secondes. On était alors dans cette fameuse phase où la tour est partie, mais où la coiffe est toujours là pour garder le vaisseau prisonnier. Si on avait un Soyouz de première génération, l'équipage n'aurait eu, à partir de cet instant et jusqu'au largage de la coiffe, aucun moyen de sauvetage. Et cela aurait été bien dommage, car la séparation des blocs latéraux ne s'est pas passée de façon nominale, ce qui a provoqué une défaillance majeure du lanceur. Le système de contrôle, de façon automatique, a émis la commande « Échec lanceur », ce qui a actionné le système SAS.
Et grâce au moteur RDG rajouté en 1980, le vaisseau a donc pu être éjecté. Conformément à la procédure automatique, 2 RDG ont été mis en service immédiatement afin d'arracher le vaisseau et la coiffe du lanceur. Les 2 moteurs restants sont allumés 32 centièmes de seconde plus tard pour augmenter l'éloignement. Quelques secondes plus tard, le SAS ordonne le largage des 2 demi-coiffes, puis du compartiment de descente. Celui-ci peut alors initier sa séquence de retour normale, comme quand il revient de l'espace, avec le déploiement de son parachute primaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle arrive plus d'1 mois après l'événement, donc beaucoup d'informations ont déjà été données, mais j'espère qu'elle vous a tout de même appris des choses, car c'était son but. Dans quelques semaines, on reviendra sur l'analyse de l'échec du lanceur en lui-même. Je tenais vraiment à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma vidéo précédente. Merci également à la chaîne Space Oddity pour son soutien et pour sa vidéo très détaillée sur l'échec de Soyuz MS-10. Merci aussi au Forum de la Conquête Spatiale, ce cher Forum de la Conquête Spatiale, dont je fais partie depuis plus d'1 décennie et qui continue d'être une source quotidienne de partage et d'inspiration dans le domaine de l'espace. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer sur mon Tipeee. Je vous dis à très bientôt et promis, on parlera bientôt de quelque chose qui marche bien dans le spatial russe. Mais je ne sais pas encore quoi. Merci et à bientôt.